quelques lieues du centre du monde, ainsi désignée par le peintre catalan Salvador Dalí, la plaine du Roussillon, au pied du mont Canigou, du massif des Alberts et à proximité de la mer Méditerranée, accueille le village de Cornellà del Bercol, surmonté de son église sur un territoire qui s'est constitué dans les temps reculés. Ces temps reculés sont ceux du néolithique. Il y a plusieurs milliers d'années, où suite aux transgressions marines, la ligne de rivage était très proche du territoire et le paysage autour de la butte de type laguno-deltaïque, partiellement couvert de bruyères, de tamarins et de chênes, comme en témoignent les résultats des fouilles archéologiques entreprises à l'aube de ce troisième millénaire, à l'occasion de l'urbanisation de l'espace situé sur l'Aspre du Paradis. Comme le montrent les rapports de fouilles, des individus passant sur le territoire ont donc choisi de s'y installer il y a quelques milliers d'années. Ils ont laissé dans le sol des témoignages de leur présence. Des fosses et silos contenant des matériaux ou des restes de nourriture d'animaux d'élevage ont été mis à jour. Des céramiques, des fours à pierre chauffée, de l'outillage ont ressurgi. Il y a 3700 ans environ, des habitants du néolithique ont créé un habitat en terre crue, puis, sur un tumulus, ils y ont creusé leur sépulture. L'analyse des ossements et de leur environnement immédiat permet de mieux percevoir l'état physique de ces ancêtres, leurs coutumes et leur mode de vie. Ainsi, des siècles durant, et de façon quasi continue, pendant la période gallo-romaine, des familles se sont sédentarisées sur ce lieu dénommé Aspre du Paradis, laissant de nombreuses traces de leur présence. Fragments de poterie, pièces, lampes, meules, et cela jusqu'au 5e siècle de notre ère, avec ses petites frises en ivoire illustrant des scènes de vie agricole. Dès le 9e siècle, les premiers écrits mentionnent le nom du village actuel. Cornellà est associé à la présence sur le territoire de gens de la famille romaine des Cornelius, symbolisée ici par la statue de Cornelia avec ses enfants. Une immense forêt de chênes dénommée Bercalé est à l'origine de l'appellation Vercol. Les textes nous font aussi connaître, 2 siècles plus tard, le seigneur du Moyen-Âge. Il s'agit de Pierre-Bernard de Cornellà qui, se préparant à aller visiter les lieux saints, dicte en 1087 son testament. Il paraît être un homme puissant. Une église vouée à Saint Christophe y est mentionnée. Seul témoignage de cette époque, les fonts baptismaux, une croix gravée et un pilier dans l'ancien cimetière. En l'an 1205, la présence d'un château figure dans l'acte de cession des biens à l'ordre des Hospitaliers installés à Perpignan depuis 1116. La bâtisse, construite sur une motte de terre, est réaménagée par ces derniers qui vont y résider et diriger le domaine plusieurs siècles durant. Le château constituera le lieu d'habitation de nombreux ouvriers travaillant sur le domaine agricole des Hospices jusqu'au début du XXe siècle. Entre les 2 dernières guerres mondiales, le bâtiment est acquis par une famille cornellanaise qui le rénove à son tour. Ce château offre une perspective sur la plaine du Roussillon, jadis couverte d'étangs. Il y a de cela 8 siècles, les Hospitaliers font évoluer le territoire. En 1297, sur autorisation du roi de Majorque, la gouille de la Mare voit le jour. Elle devient un élément essentiel de la lutte contre les inondations. Elle sera rétablie sous l'Empire napoléonien avec la création d'une structure de gestion et d'aménagement. C'est toujours au Moyen-Âge, à l'aube du XIIIe siècle, période de dévotion mariale, que la chapelle de Notre-Dame du Paradis voit le jour. Reconstruite dans les années 1830, après avoir subi des saccages à la Révolution. Elle est accolée à une maison d'ermite et fait l'objet actuellement d'une attention particulière et de nombreuses rénovations. Chapelle à nef unique, l'abside accueille un retable en bois édifié
en 1863. Au centre, la statue de la Vierge à l'Enfant, entourée de Saint Joachim et Sainte Anne, accueille les pèlerins. Sa couronne en argent, sertie de pierres précieuses, est un joyau d'orfèvrerie offert par Madame Thérèse Jonker en 1882. Après quelques siècles de léthargie, la Révolution française et la redistribution des terres réveillent le village. Comme le montre le cadastre de 1809, une vingtaine d'habitations composent alors le bourg reconstitué ici. Pendant des décennies qui suivent, les constructions iront bon train et la population passera en un siècle de 80 à 500 habitants. L'urbanisation se déplace d'abord vers le sud, en longeant la route impériale, puis franchit la Gouille de la Mare avant de se recentrer plus haut sur la butte, en direction de la mer. La zone urbaine retrouve ainsi son territoire originel. Le désenclavement du village s'opère progressivement grâce à l'arrivée des voies de communication qui coupent le territoire en deux parties distinctes. La création d'une voie de chemin de fer, tout d'abord, qui ouvre un accès rapide aux villes voisines dès 1866, la construction d'une gare qui sera opérationnelle pendant plus de 100 ans et délivrera dans sa période la plus faste plus de 15 000 titres de transport annuels. Un passage à niveau gardé jour et nuit permet l'accès aux terres agricoles, constituées essentiellement de prairies occupées par des troupeaux de bovins. Le café de la gare n'est alors qu'une halte pour piétons, charretiers et cyclistes. L'ensemble disparaîtra avec le boom des véhicules à moteur et l'arrivée de la voie rapide. Cette dernière impacte l'entrée du village, à l'époque bordée de platanes. Par la suite, le monument aux morts, construit en 1920, sera le point de départ de l'avenue Maréchal Joffre qui conduit au centre-ville. Le nouveau pont sur la Gouille de la Mare remplace en 1965 l'ancien ouvrage qui perturbait l'écoulement des eaux. De nouvelles maisons remplacent vignes et jardinets. Elles ont un caractère plus affirmé et proposent des façades ornées de niches qui accueillent la statue du saint patron de la famille. Elles affichent plus simplement des dates de construction et des représentations de visages exprimant des temps anciens. Plus haut, sur l'avenue, de nouvelles habitations viennent remplacer les granges dégradées par le temps. À l'arrivée sur la place de la République, entre l'église et le château féodal, c'est une transformation profonde qui s'opère, aussi bien dans la rénovation du bâti ancien que dans la présence de nouveaux équipements publics. Une grande salle des fêtes et une mairie remplacent dans les années 90 de vieux bâtiments délabrés. Une autre conception de la construction qui n'a pas d'incidence sur l'esprit festif de ce lieu. À proximité de ce centre ancien, un bâtiment à usage scolaire, mitoyen avec le nouveau presbytère, voit le jour sous la Troisième République. Il accueille 2 classes en bord de cour et à l'étage le logement des enseignants. Tenues obligatoires avec blouse noire et foulard pour les élèves, vestons et cravates pour le maître, qui disparaîtront progressivement.
À la même période, une école privée pour les filles voit le jour dans une maison particulière au bout de la rue du Parc. L'enseignement y est délivré par 2 sœurs qui assurent aussi l'instruction religieuse. Au milieu du XIXe siècle, l'ancienne église Saint-Christophe délabrée menace de s'écrouler. La reconstruction s'avère obligatoire car de nombreuses réparations n'ont pas permis une remise en état suffisante. En 1884, la nouvelle église voit le jour. Elle est conçue au départ comme seul lieu de culte, mais à la demande des ouvriers agricoles, la municipalité décide d'ériger une tourelle afin d'installer une horloge publique. Rénovée 100 ans après, l'église actuelle fait apparaître un style de construction qui alterne rangées de cailloux et pierres locales. À l'intérieur, le parvis franchi, 2 rangées de bancs permettent à 140 fidèles d'assister aux offices. L'ancienne table de communion en marbre rose et blanc de Villefranche sépare la nef du chœur. Lors de sa démolition, certaines de ces colonnettes ont été utilisées pour réaliser le nouveau maître-autel. À sa droite, le saint patron sur son piédestal. Les statues de Saint-Jacques, Saint-Christophe, Saint-Pierre et Sainte-Thérèse surplombent le bas-relief qui habille le chœur. Les nombreuses statues, vitraux, ont été offerts par des paroissiens dont les noms de famille sont mentionnés au bas des œuvres. Il en est de même pour le chemin de croix, dont les éléments décrivant la passion du Christ ornent la nef. Entre la chapelle du Christ et la sacristie, le récit d'une guérison miraculeuse datant de 1889 est gravé sur une plaque en marbre. Une procession annuelle a rappelé jusque dans les années 1950 cet événement. Ces processions marquaient traditionnellement les jours de fête pour la Saint-Christophe, le rosaire ou la fête-Dieu. Elles rassemblaient en défilé dans l'avenue principale la grande majorité de la population cornellanaise. Mais la vie d'un village, c'est aussi sa ressource en eau. Elle est présente dans le sous-sol et a longtemps coulé à proximité de l'entrée nord du village, dans le fossé appelé Midjaïg. Il a été utilisé par nos lavandières et celles du village voisin. Ce n'est qu'au début du siècle dernier que des forages ont facilité l'accès à l'eau potable avant qu'elle ne soit disponible dans chaque foyer en 1937 avec la construction d'un château d'eau et la pose de bornes fontaines publiques. Corneilla a vécu de son agriculture jusqu'au milieu du siècle dernier. Ces terres nourricières qui bordaient la zone urbaine ont été labourées et mises en valeur avec la culture du blé et du seigle. Chaque foyer est disposé d'un coin servant d'écurie pour le cheval ou d'une petite cour pour l'élevage de ses volailles. Les prairies naturelles issues des anciens étangs fournissaient le fourrage destiné aux animaux. L'étable, au centre du bourg, produisaient lait et yaourt. Les troupeaux de moutons alimentaient en viande les Cornellanais. Au début du siècle dernier, le vignoble couvre la moitié de la surface du territoire. Les vendanges en petites coilles ou avec la jeunesse constituent dès la fin de la période estivale les moments forts de la vie économique et sociale. Avant la Première Guerre mondiale, les métiers liés à la mécanisation du travail, aux soins du bétail et au bien-être de la population voient progressivement le jour. Maréchal ferrant, machinisme agricole, café, services d'alimentation et boulangerie.
Du haut du clocher de l'église, la croix a suivi du regard, plusieurs siècles durant, le développement du petit village. Aujourd'hui, les voies de circulation, agrémentées de nombreux ronds-points, assurent fluidité et sécurité. Ces aménagements ponctuent les entrées de ville, tout en proposant aux passants des espaces décoratifs. La butte sur laquelle s'étaient installés les premiers hommes, il y a quelques milliers d'années, est aujourd'hui occupée par les nouveaux Cornellanais. Une autre forme d'urbanisme a vu le jour, autour de rues adaptées aux conditions de déplacement. Une nouvelle artère dessert un centre de vie conçu pour ce troisième millénaire. De part et d'autre, les équipements publics se sont réinstallés. Les écoles maternelles et primaires, spacieuses, sont aujourd'hui voisines d'une maison de la jeunesse qui permet l'organisation d'un service d'accueil périscolaire. Des structures sportives polyvalentes et un restaurant scolaire ont vu le jour dans le même périmètre. Autour de la nouvelle place, centre actuel de la vie sociale, les commerçants se sont déplacés à proximité d'un nouveau pôle médical afin de proposer un service de proximité moderne. Ce survol de Cornellà del Vercol, dans son cadre de verdure, au pied des massifs des Albères, du Canigou, des Corbières et proche de la mer Méditerranée, est le témoin d'un temps passé qui préfigure l'amorce d'une période orientée vers une modernité galopante. Laissons le livre ouvert en citant le proverbe d'un poète latin. Il est bon de prévoir et de se souvenir, un œil dans le passé et l'autre vers l'avenir.